toutes et à tous. Cette semaine, on s'attaque à un gros morceau. Un mot proposé dans les commentaires par Axel Leroy. Je vais vous le proposer parce qu'il y a tant à dire sur le mensonge et que quasiment tout a été dit, peut-être, écrit. 2 volets, 2 épisodes. Le premier, avec la fiction autour du mot que nous abordons aujourd'hui. Le second épisode, quant à lui, pour ceux qui désirent creuser un peu plus le sujet, abordera une étude de l'étymologie du mot mensonge. On verra ensuite comment le mensonge a été traité par la philosophie antique, aux alentours de 500 ans avant Jésus-Christ, avec Platon et Socrate, et beaucoup moins connu, l'auteur Jean Stobé. Ensuite, nous irons visiter un auteur du 1er siècle avant notre ère, à travers les déclarations et les écrits de Nisidus. Par la suite, nous examinerons l'approche du théologien et philosophe saint Augustin, qui a défini 4 formes de mensonges. Enfin, nous examinerons comment notre société moderne aborde ce thème. Je vous propose d'ailleurs, pour ceux que le sujet intéresse, d'aller visiter la chaîne du Précepteur, excellente chaîne de vulgarisation, d'une très grande qualité, qui a publié très dernièrement un épisode sur le sujet avec la vision spécifique du philosophe Emmanuel Kant. Je mettrai le lien dans la description. Je vous propose donc maintenant d'écouter ce texte de fiction, cet exemple littéraire, autour de cette réalité qu'est le mensonge. Le mensonge, une pratique complexe et omniprésente dans la société humaine. J'ai toujours menti, depuis mon premier souffle. Mentir m'a permis d'échapper à une réalité que je trouve brouillonne, en pleine contradiction avec ce que je vis moi, seul, contre tous ceux qui veulent m'imposer leur réalité. La leur, disent-ils. La réalité qui est la nôtre, soi-disant, et qui n'a jamais été la mienne. Par exemple, quand mon père a voulu mettre fin à ma vie, alors que je n'avais que quelques mois, en compressant très fortement ma poitrine, j'ai fait semblant de répondre à sa main, à son désir de me tuer, en feignant la mort, en arrêtant de hurler, en cessant soudainement de respirer. Voilà mon premier et vrai mensonge. Par la suite, et parce qu'après pareille épreuve, notre esprit apprend à fléchir, quand ce fléchissement peut vous sauver la vie, à renoncer parce que ce renoncement peut vous éviter d'innombrables ennuis, à abdiquer quand cette abdication vous ouvre les portes d'un paradis. J'ai fait de la contre-vérité un souffle, la porte de sortie qui me permettait toutes les fuites. Pendant les années d'adolescence qui ont suivi, j'ai peaufiné la qualité de mes mensonges. J'ai porté haut le doute qui faisait de moi un vrai défenseur de ma vérité. Il en est ainsi quand, par exemple, j'annonçais à un groupe d'agresseurs qu'au cœur d'une des poches de mon imperméable se cachait une arme fatale qui les tuerait tous les uns après les autres. Ma qualité de menteur me donnait alors l'assurance d'un être infaillible que rien ne pouvait renverser. Surtout quand je les voyais déguerpir, ces fréluquets venus me rançonner. Grâce à ces diverses leçons, j'ai traversé toute l'étendue de mes inventions. Mentir est devenu une vraie nature, mon unique respiration.
Quand il m'a fallu rendre les comptes qu'il faut présenter lors de son premier entretien d'embauche, par exemple, je l'ai fait avec tant de facilité que je n'ai pu m'empêcher de rire de l'examinateur. Un DRH pointilleux, fourbe et tellement stupide. Et de toutes ces manipulations mentales auxquelles ce monde risible semblait toujours vouloir me confronter. Je décrochai donc mon premier job avec de faux diplômes, de fausses expériences, de fausses lettres de recommandation, une fausse envie de travailler, au contraire de la motivation qui était devenue la mienne pour porter au nu mon art du mensonge, ma seule vérité. Tout cela étant, tout cet amalgame de mystification habitant chacun de mes gestes, de mes paroles, de mes actes, et des actes que je pouvais effectivement produire au sein de mon entreprise. Je fus étonnamment promu bien plus rapidement que mes collègues pourtant docilement appliqués, démontrant en cela combien ma nature était en parfaite adéquation avec le monde dans lequel je vivais. Reconnu, ma qualité de menteur allait encore me servir de guide. Quand, au soir, très tard, je rentrais du bureau, dans la voiture qui me conduisait jusqu'à mon domicile, je pensais avec insistance au mensonge le plus grand que je pourrais commettre. J'étais obnubilé par cette idée. Et si je ne m'interdisais absolument aucune issue, parfois, c'est vrai, les idées me manquaient. Mais lorsqu'il fut l'heure de répondre par mes actes à ce que me demandait la société, dans laquelle la vie m'avait introduit, je demandais en mariage l'une de mes connaissances, à laquelle j'avais toujours pris le soin de mentir dans chacun des registres que l'union d'un homme et d'une femme aura assumés. Pour exemple, encore, quand le droit m'imposait en qualité d'époux d'assurer à ma moitié respect, fidélité, secours et assistance, je manquais sur chacun des points avec une vraie application. Ceci chaque semaine. En n'omettant pas le bilan que je faisais en tête-à-tête avec moi-même chaque dimanche, pendant le temps de la messe à l'église. Parfois, j'oubliais le nom d'une de mes maîtresses, mais cela n'a jamais porté à conséquence. Notre cohabitation se passait sans heurts. Sur le plan affectif, j'inventais pour elle un univers chaleureux, réconfortant, sécurisant, tandis que sur le plan moral, j'étais très à cheval sur les principes qui nous avaient heureusement réunis. Nos enfants n'ont jamais souffert de ma véritable propension à mentir. Le soir, au coucher, c'était le contraire qui se produisait devant mes yeux. Excités par les histoires pleines de sornettes que j'inventais, ils m'en redemandaient et montraient parfois quelques difficultés à trouver le sommeil, aux grandes dames de leur mère. Et quand nous étions enfin réunis tous les deux, après ces journées éprouvantes, qui sanctionnent le quotidien de chacun, qu'allongés sur notre lit, loin du brouhaha de toute notre descendance, elle me disait, en se tournant vers moi, « Tu m'aimes ?» C'est à quoi je répondais immédiatement par « Oui ». Et qu'immédiatement encore, elle renchérissait en me disant « C'est bien vrai ce mensonge ?» Je lui trouvais de l'esprit, et je me demandais si elle aussi n'aurait pas pu appartenir à mon clan. Ou peut-être lui appartenait-elle. Alors je souriais, et je m'endormais contre ses seins, tout bonnement. Chaque éveil est une occasion de prendre conscience de qui l'on est. Cela dure à peine quelques minutes, pendant lesquelles on est en droit de s'interroger. Passé ce temps, l'organisation de nos vies nous oblige à rediriger nos esprits sur ce qui n'est pas essentiel.
Chaque matin, je me demande avec innocence et beaucoup de joie, quelle fiction vais-je pouvoir encore inventer? Mais j'ai peur, une peur absolue, d'être à court de mensonges, de n'être plus capable de produire cette réalité qui m'est si douce parce que tout droit sorti de mon esprit. La vie vraie, comme le disent mes voisins, ne vaut pas le coup d'être vécue. Dépressif, ils me convainquent chaque jour que j'ai opté pour le bon chemin. Il s'avère que malheureusement, aujourd'hui, alors que mes enfants sont en âge de souffrir de nombreuses supercheries, j'ai appris par le médecin qu'une maladie inopportune avait jeté son dévolu sur moi. Elle était si attachée à ma personne qu'elle allait me faire connaître sous peu tout l'empire de sa vérité. Mais est-ce qu'une fois encore, j'allais faire mentir le proverbe suivant? Il y a une fin à tout.